Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 25. Nous sommes toujours dans une salle vide. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre de l'an de grâce 2020 et le 28 décembre c'est une date anniversaire puisque c'est les 125 ans de la première projection publique payante organisée par les Frères Lumière dans le salon indien du Café de la Paix à Paris, près de l'Opéra, boulevard des Capucines. Mais auparavant, comme cette chronique ne sera diffusée si nous n'avons pas de problème avec les aléas de la technique, elle sera diffusée le 31 décembre, eh bien je vais en profiter en tant que directeur programmateur de l'Odyssée, au nom de toute l'équipe de l'Odyssée, de l'équipe de direction, de l'ensemble de l'équipe des gens qui travaillent de façon rémunérée à l'Odyssée. Je veux profiter de cette occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle nouvelle année. Bien sûr, vous me direz, est-ce qu'il plaisante, parce que l'année 2020 a été terrible et les débuts de l'année 2021 vont encore être tourmentés, pleins de turbulences, tant qu'un traitement éprouvé ou le vaccin n'aura pas été diffusé et utilisé largement. Mais les nuages, les sombres nuages qui ont bloqué l'horizon, eh bien, sont en train de disparaître. C'est en tout cas ce qu'il faut essayer. Il faut faire preuve de résilience et comme j'ai l'habitude de le dire dans les 151 suggestions cinéphiliques de l'Odyssée, eh bien, il faut bien prendre soin de vous. Se protéger, c'est aussi protéger les autres. L'individualisme forcené, égoïste, replié sur lui-même n'est pas de mise. Mais en même temps, se protéger soi, c'est faire preuve de solidarité avec les gens pour les autres, nos frères, ici-bas sur Terre, et nos sœurs, bien sûr, pour ne pas être fauché par ce très vilain virus qui est particulièrement virulent. Bien. Mais tôt ou tard, nous gagnerons. Soyez-en assurés. Bien sûr, la salle est vide. On ne sait pas encore, au jour d'aujourd'hui, quand il y aura la réouverture des salles de cinéma. On annonce pour le mardi 29 une déclaration du gouvernement. Bien. Mais il faut avoir confiance. Il faut aussi continuer d'exercer sa vigilance démocratique pour chacune et chacun d'entre nous, pour ne pas être infantilisé, transformé en esclave consentant et manipulé par le bout du nez, comme je l'ai déjà dit. Il y a cette très belle expression de Bertolt Brecht, il y a ceux qui vivent et ceux qui sont vécus. Eh bien, nous, à l'Odyssée, nous avons confiance dans le sens des responsabilités individuelles et collectives de la population, de l'ensemble des gens. Bien sûr, il y a toujours des exubérants et des farfelus, parfois vilains, qui essayent de jouer au plus malin, mais nous sommes persuadés que le sens de la responsabilité finira par l'emporter et qu'en tout cas, il faut exercer sa vigilance démocratique pour ne pas être mené par le bout du nez par rapport à des gens qui parfois paniquent, ceux qui ont le pouvoir, je veux dire, et qui disent une chose, puis le contraire de cette chose, et encore une chose différente après. Mais au-delà de ces agitations, tôt ou tard, nous gagnerons. Soyez-en assurés. Et c'est en tout cas le pari que nous faisons, nous, à l'Odyssée, l'équipe tout entière. Les plus beaux de nos jours, nous ne les avons pas encore vécus, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Et la plus belle des mers est celle dans laquelle on ne s'est pas encore baigné, pour reprendre la très belle expression du poète Nazım Hikmet. Et puis, nous allons continuer à pratiquer la proximité cinéphile, et nous vous invitons évidemment à la pratiquer avec nous, mais aussi en voyant des films dans l'attente de la réouverture des salles. Et je souhaite que le moins tard possible, c'est-à-dire le plus tôt possible, eh bien, les salles de cinéma puissent réouvrir, parce que les salles de cinéma, c'est l'occasion d'une aventure qui est celle de la découverte ou redécouverte des films, et c'est du lien social le plus puissant qu'on puisse imaginer. Bien sûr,
on a tendance à dire que les salles de cinéma entraînent des flux de personnes. Alors, bon, les commerces essentiels ou non essentiels quand ils ouvrent, ils entraînent aussi des flux de personnes. Et donc, l'argument n'est pas là. Mais dans l'attente de cette réouverture, soyons-en assurés, la réouverture aura lieu en 2021. La seule incertitude qui existe aujourd'hui, c'est quand, au courant de à quelle date, au courant de ce premier trimestre 2021. Mais tôt ou tard, elles réouvriront, et avec la réouverture des salles de cinéma, dans le parfum de la salle en noir, eh bien, on pourra vivre, revivre, en partageant de façon conviviale nos émotions, nos sentiments, nos réflexions, nos peurs, nos espoirs, nos rires surtout, eh bien, nous retrouverons tous et toutes ensemble, soyez-en assurés. Le 28 décembre 1895, c'était la première projection publique payante organisée par les Frères Lumière. En 1891, Thomas Edison, avait inventé un petit appareil bizarre qui s'appelait le kinétoscope, mais qui donnait la possibilité de voir, en faisant succéder des photogrammes à un certain rythme, qui était de l'ordre de 19, 18, 19 ou 20 images à la seconde, faisait voir des images qui créaient une impression de réalité, puisque se succédant à un certain rythme, eh bien, ces images arrêtées, elles créaient l'impression du mouvement, et donc une impression de réalité. Et quand le père des Frères Lumière voit cela, eh bien, il a cette phrase que les historiens du cinéma lui prêtent, qui consiste à dire eh bien, cette image, il faut la sortir de cette toute petite boîte, parce que c'était une boîte où on collait un œil et puis on pouvait voir à l'intérieur, mais c'était un acte individuel à chaque fois. Et il aurait fallu, pour qu'on puisse le voir ensemble, que les gens puissent disposer d'une centaine, par exemple, de kinétoscopes pour pouvoir ensemble regarder. Et vous imaginez que le spectacle cinématographique aurait eu une toute autre allure si c'est ce système qui était resté. Mais avec des scies, on ne peut pas refaire l'histoire. Et comme on dit en Turquie, avec des scies, ma tante deviendrait mon oncle. Eh bien, on aurait peut-être des gens, une cinquantaine, une centaine de gens, l'œil collé au petit trou du kinétoscope, à regarder des images et à rire côte à côte ou à pleurer côte à côte. Le spectacle aurait été certes comique et plaisant à voir, mais je ne suis pas sûr que les conditions de visionnement auraient été particulièrement confortables. Et donc le père des Frères Lumière dit, eh bien, il faut sortir cette image de cette petite boîte et la projeter sur grand écran. Et les frères, ils donnent la consigne à ses deux fils, disent les historiens, de trouver l'invention technique qui rendra possible cela. Et donc, les frères Lumière, Auguste et Louis Lumière, c'est un nom prédestiné bien sûr, puisque c'est l'art de la lumière, le cinématographe, eh bien, vont inventer un curieux appareil, une chambre noire en quelque sorte, qui va s'appeler le cinématographe et qui va avoir une particularité. Eh bien, cette particularité, c'est de à la fois pouvoir enregistrer les images de ce que l'on filme et de pouvoir projeter par la suite ces images sur un écran où tout se donne à voir en plus grand que nature, bigger than life, pour reprendre une puissante expression française qui était le propre des anglo-saxons et des américains. Puisque évidemment les Français ne disaient pas bigger than life, plus grand que nature, ils disaient. Et c'est ainsi que l'aventure cinématographique commence cette soirée du 28 décembre 1895 avec la projection de plusieurs films, la sortie des usines Lumière, d'une part, qui en fait a été tournée en deux fois. La première fois, on s'est rendu compte que le magasin de la caméra, ce qui veut dire chambre, n'est-ce pas,
eh bien, ne permettait de loger que quelques cinquantaines de mètres. Honnêtement, je ne m'en souviens plus, 300 ou 600 mètres, mais je crois plutôt 300. Eh bien, on n'avait pas eu le temps de faire sortir tout le monde de l'usine. Et alors, on a retourné cette sortie un dimanche, après la messe, s'il vous plaît. Il y a des traditions à respecter, penser les frères Lumière. Et c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'ouvriers qui travaillent dans cette usine Lumière, qui est une usine de photographie, si vous voulez, et de pellicules photographiques. Eh bien, on voit un certain nombre d'employés, d'ouvriers qui sont endimanchés avec cravate, veste, etc. Et cette fois, on décide de faire en sorte qu'il y ait un ordre qui permette de faire se succéder par catégorie socio-professionnelle des gens qui travaillaient dans l'usine, les personnes, hommes, femmes, avec même un petit chien qui probablement était le chien du concierge de l'usine qui de temps en temps court, aboie, on ne l'entend pas évidemment, mais et de la sorte on voit que dans cette sortie des usines Lumière, il y avait une dimension documentaire, puisque c'est des gens qui sortent d'une usine, bien sûr, mais il y avait déjà un effet de mise en scène, puisqu'ils devaient sortir dans un certain ordre pour sortir suffisamment rapidement pour que le magasin de la caméra puisse enregistrer la sortie de tout le monde. Et dans les films qui sont montrés ce 28 décembre, il y a aussi le film qui est célèbre et qui est toute une métaphore, si vous voulez, de l'arroseur arrosé. Il y a eu des titres qui ont changé, mais bébé prend son goûter ou bébé prend son petit déjeuner. Et puis il y a eu aussi évidemment la fameuse entrée du train en gare de La Ciotat. Et la légende, car je crois que c'est une légende cette fois, dit que certains spectateurs étaient tellement surpris par cet effet de réalité, cette impression de réalité que j'ai évoquée auparavant, et qu'ils se sont levés et ont esquissé un mouvement pour fuir, parce qu'ils avaient peur d'être en collision avec, que le train qui rentrait dans la gare sorte de l'écran pour venir les cogner, les culbuter et les renverser. Il y a toute une série d'autres films qui ont été faits, et à partir de là, eh bien, c'est un succès. Et pourtant, il n'y avait que 33 spectateurs dans ce salon indien du Café de la Paix à Paris, boulevard des Capucines. Et 33, c'est un chiffre sacré, si vous voulez, puisque c'est aussi l'âge où le Christ, Jésus-Christ, connaît son destin, si vous voulez, avec la crucifixion, mais c'était déjà toute une foule au nombre de 33. Ça, je le dédie à tous ceux qui se moquent parfois en disant « Oui, mais il n'y a pas beaucoup de spectateurs à l'Odyssée ». De ce point de vue-là, je tiens à vous le dire, eh bien, nous faisons 63 000 avant la crise du Covid, en 2019, et eh bien, ça fait une moyenne de 31 500 spectateurs par salle, puisqu'il y a 2 écrans à l'Odyssée, et que par rapport à d'autres cinémas, au résultat des autres cinémas de Strasbourg, l'UGC avec environ 54 000 spectateurs par écran, et d'autres encore salles qui font soit 37 000, soit 30 000, donc c'est tout à fait plus qu'honorable ce résultat. Mais le propre du cinéma, justement, c'est de pouvoir être projeté, aujourd'hui avec l'apparition des salles de cinéma, eh bien, c'est d'être projeté dans le cadre de plusieurs séances. Et donc évidemment, la moyenne par séance, elle baisse parce qu'il y a des horaires qui sont plus propices pour que les gens puissent venir en foule, et des horaires qui font que il y a des gens, parce qu'ils travaillent, etc., qui ne peuvent pas venir, et que donc il y a des séances qui sont moins impériales ou moins royales que la séance du soir entre 19 et 20 heures en général.
Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que les frères Lumière, à partir de fin décembre donc 1895, eh bien, ils ont envoyé leurs opérateurs, leurs caméramans en quelque sorte, filmer des images dans le monde entier, partout. Ils organisaient tout au courant de l'année 1896, que ce soit en Australie, que ce soit dans la ville du Caire, en Égypte, que ce soit dans les autres capitales européennes, eh bien, ils organisaient des projections et de films qui avaient été développés le jour ou la veille, qui avaient été tournés pardon, le jour même ou la veille, et qui étaient projetés le soir, et donc les gens venaient pour se voir, parce qu'il y a un effet miroir dans le cinéma, et que les gens se rendent compte qu'ils posent d'une certaine manière pour l'éternité, en tout cas, même si ce n'est pas l'éternité, pour la postérité. Bien. Et on dit même que dans certaines villes, les frères Lumière, eh bien, ils faisaient semblant de tourner, et parce qu'ils n'avaient pas assez de pellicule sur eux, et puis c'était un moyen, si vous voulez, pour attirer le chaland, et pour qu'ils viennent assister à ces projections publiques payantes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de 1895, excusez-moi, c'est le fumeur de cigare, de 1895 à 1907, eh bien, les films étaient projetés dans 3 types d'endroits. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est une belle histoire. Donc, c'était dans les cirques d'une part, il y avait un chapiteau avec des projections organisées et effectuées par l'appareil du cinématographe qui enregistre le mouvement, cinématographe, étymologiquement. Il y avait, alors à côté du chapiteau avec la femme à barbe, qui était aussi, ou l'hippopotame qu'on venait voir, parce que c'était un animal exotique, le cheval du fleuve, mais qui venait d'Afrique, lui, eh bien on pouvait voir aussi ces images tournées par les caméramans des Frères Lumière. Le deuxième endroit, c'était les brasseries. C'est dans les brasseries qu'on tendait un drap, et les gens, pendant qu'ils mangeaient quelque chose, se restauraient et buvaient, eh bien, sur le drap, on projetait des images, et puis il y avait un déblatéreur qui venait raconter ce qui était essentiel à voir et à retenir dans le film qui était projeté. Et puis il y avait un troisième endroit où les films étaient montrés, qui était moins recommandable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était les maisons de rendez-vous. Donc là, ce n'était pas des images forcément pieuses qui étaient montrées, mais vous voyez que ça apparaît dès les débuts du cinématographe. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, pour certains, ça serait une légende, pour d'autres, ça serait vrai. Les Frères Lumière auraient dit que le cinéma est une invention, le cinématographe est une invention qui n'a pas d'avenir, pas en tant qu'invention technique, mais du point de vue de la rentabilité économique, parce qu'on ne savait pas comment vraiment diffuser de façon encore plus large. Est-ce qu'il fallait faire des petits appareils que les gens pouvaient voir en famille, chez eux, à la maison, mais ça aurait coûté cher et le niveau de vie ne le permettait pas, ou vendre de la pellicule au kilomètre pour rentabiliser le cinématographe, parce que c'est une invention qui date de la révolution industrielle et qui donc l'électricité, la deuxième même révolution industrielle pourrait-on dire, ou est-ce qu'il fallait trouver un autre moyen? Et c'est un autre Français qui s'appelle Charles Pathé qui a inventé le principe de la salle de cinéma, une salle de cinéma entièrement dédiée à la projection de films, et à partir de là se met en place une économie du cinéma qui va s'articuler autour de 3 secteurs économiques: l'exploitation cinématographique, on exploite les films, la distribution cinématographique et la production. En gros, au début, c'était les salles de cinéma qui se réunissaient entre elles dans une ville, dans une région, dans une province ou dans un département, qui investissaient de l'argent, en quelque sorte, pour commander à des distributeurs des films. Les distributeurs prenaient l'argent, gardaient tout de suite une commission pour eux, et s'adressaient aux producteurs en leur disant, voilà, il y a des gens qui veulent voir un film d'aventure, une histoire romantique, d'amour, ou un film d'action, ou un film historique, etc.
Et tout cela s'est mis en place progressivement. Et ces salles de cinéma, on les appelait des théâtres cinématographiques. Et l'Odyssée, qui est construit en 1913, qui propose sa première projection payante, évidemment, le 3 janvier 1914, eh bien, est une salle de cinéma qu'on a appelée théâtre cinématographique parce que, eh bien, comme vous le voyez derrière moi, il y a un cadre de scène, il y a un rideau. Le rideau que vous voyez date de 1913, 14, début 14. En fait, il a été mis en place en 1913, pour être précis, pour que la première séance puisse avoir lieu le 3 janvier 1914. Et il y a un balcon que vous voyez à l'italienne, avec le balcon au premier étage et la salle qu'on appelle l'orchestre. Et puis progressivement, il y a des fosses d'orchestre qui ont été établies pour qu'il puisse y avoir des musiciens qui accompagnent la projection des films. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que de 1895 à 2019 inclus, eh bien, les salles de cinéma, les théâtres cinématographiques, un peu partout dans le monde, ont fonctionné sans discontinuer. Bien sûr, il pouvait y avoir des épisodes de guerre, et donc momentanément, les zones touchées par la guerre, eh bien, les projections de cinéma s'arrêtaient. Mais contrairement à aujourd'hui, 2020, année horrible de ce point de vue-là, eh bien, les salles n'ont pas fermé pendant des mois et des mois, ou n'ont pas continué à être maintenues fermées au prétexte que ces salles ne seraient pas quelque chose d'essentiel. Or, le cinéma est devenu, ne serait-ce que parce qu'il a cette faculté d'être un lien social, sont devenus un besoin essentiel, parce que l'être humain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a besoin de rêver, il a besoin d'avoir des émotions. Oui, les aléas de la technique, vous voyez, de temps en temps, il y a des interruptions indépendantes de notre volonté, comme on dit. Eh bien, le cinéma, c'est du lien social, disais-je, un puissant lien social, parce que les gens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne sont pas des tuyaux ambulants qui se contentent de boire, de manger, etc. Parce qu'ils ont besoin de rêver, de réfléchir, de partager les émotions les unes, les uns avec les autres. Et donc, dans ce théâtre cinématographique, il y en avait 60 000 en 1914 partout dans le monde. Eh bien, on vivait ces instants magiques durant les projections filmiques. De ces 60 000 théâtres cinématographiques ne survivent plus que 6 salles, je vous l'ai déjà dit aussi, mais la pédagogie c'est l'art de la répétition et c'est bien de le rappeler. Il n'y en a plus que 6 qui sont encore en activité dans leur cadre d'origine dans le monde. C'est à Madrid, une salle qui s'appelle Gustave Doré, et qui est le siège de la Cinémathèque nationale espagnole. Il y en a une à Sarajevo qui s'appelle la salle Apollo. Il y en a 2 au Royaume-Uni, à Brighton et à Londres. À Brighton, c'est le Duke of York et à Londres, c'est le Phoenix. Et puis, il y en a une aussi à Saint-Pétersbourg et à Strasbourg. Il y avait l'UT, Union Theatre, en référence à la fameuse salle de cinéma qui, elle, n'existe plus, qui était située à Alexanderplatz, à Berlin, et qui s'appelait aussi Union Theater. Donc UT, c'était en clin d'œil pour dire au public de Strasbourg, à la population de Strasbourg, que pour les Allemands qui étaient occupés d'Alsace et Strasbourg, eh bien, Strasbourg était particulièrement cher à leurs yeux, et c'est la raison pour laquelle ils avaient facilité ou favorisé la création d'une salle qui s'appelait UT, comme à Berlin, dans la capitale impériale de l'époque. Et c'est ainsi que ces salles de cinéma permettent de vivre cette aventure du 7e art. Alors, comme je l'ai dit, c'est inédit dans l'histoire du XXe siècle, malheureusement pas dans l'histoire du XXIe siècle, que pendant des mois et des mois, du 15 mars jusqu'au 22 juin,
de fin octobre, jusqu'à tout le moins mi-janvier, eh bien, toutes les salles de cinéma en France, mais pas seulement en France, dans pratiquement tous les autres pays de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe et un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, au Proche-Orient, en Amérique latine, eh bien, ces salles de cinéma, pour l'instant, sont à l'arrêt. Mais la nature a horreur du vide, elle a horreur aussi de l'absence de mouvement, et je formule le vœu, en vous adressant à nouveau tous nos sincères, chaleureux, pas nostalgiques, mais impatients vœux pour nous retrouver ensemble, eh bien, je suis persuadé que nous finirons par gagner et que les salles de cinéma réouvriront, et parmi elles, celles qui, je l'espère, pour ceux qui ont la chance de vivre à Strasbourg, très belle ville, capitale européenne, eh bien que l'Odyssée est leur cinéma préféré et que nous les attendons, nous vous attendons avec la plus grande des impatiences et le plus grand des enthousiasmes. Si à partir du moment où l'enthousiasme reste solidement installé, et à partir du moment où l'enthousiasme tient debout contre les tempêtes, contre les vents contraires, eh bien, ça signifie que tout est possible, et tout ce possible-là redeviendra une réalité quotidienne qui viendra éclairer, qui viendra rendre sensible l'écume de nos jours individuels et l'écume de nos jours collectifs. À très bientôt, bonne année, prenez bien soin de vous et piaffez d'impatience pour revenir à l'Odyssée le plus tôt possible. Merci, au revoir.